Hop. Le composant ici va être visé par une requête. Et à partir de cette requête, il va produire une réponse qui va correspondre à la requête. Donc ça, c'est le schéma général. Et donc, une série de petites questions au début. Et ensuite, je vous montrerai une application qui correspond aux bibliothèques et au parking que j'ai faite l'année dernière à des fins pédagogiques pour qu'on puisse réfléchir à ça. Donc, première application basique qui vont nous donner un petit peu la syntaxe Java des servlets. Alors, je peux carrément faire un truc comme ça. Créer la classe de servlet bonjour monde qui affiche bonjour monde dans le navigateur quand on la contacte. Alors, vous voyez ici que vous avez une classe qui va étendre les servlets. Donc, vous avez votre classe bonjour monde qui étend HTTP servlet. Vous me dites si jamais vous trouvez que c'est pas assez vous voyez pas assez ou si c'est la bonne police. Je sais pas comment on fait pour on peut faire comme ça. Donc la classe bonjour monde elle étend les servlets et donc vous voyez que dans cette classe j'ai mis juste une méthode doGet et c'est tout. Alors on peut réfléchir à ce que ça veut dire, d'accord. Quand on choisit un servlet, hop, généralement il y a les méthodes principales. Alors ça aussi peut-être c'est important que je fasse ça. Java Oracle HTTP servlet. Hein. Vous êtes plus programmeur que moi et vous savez que quand vous programmez en Java, non, quand vous programmez dans n'importe quel langage, vous devez vous devez avoir ouvert dans un navigateur la documentation sur la documentation du langage. Évidemment, il y a plein de choses que ça sert à rien de retenir par cœur et qu'il faut regarder. Il faut avoir la doc derrière. Alors, qu'est-ce que c'est une HTTP servlet? On voit que c'est quelque chose qui étend les servlets génériques, génériques servlets. Les génériques servlets, ils ont deux méthodes qui nous intéressent, dont on a parlé en cours. La méthode destroy, qui va être appelée au moment où le conteneur de servlet va le détruire. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit en cours? C'est que le conteneur de servlet, Tomcat, dans lequel vous lancez vos servlets, l'idée de Tomcat, c'est qu'il a le code de vos servlets à un certain endroit, il a une liaison entre des cibles, entre des chemins, on appelle ça, une liaison entre des chemins et des servlets, et lorsqu'il reçoit une requête sur un chemin, il regarde le servlet correspondant et il le gonfle dans son espace mémoire. Le servlet est ensuite utilisé, il envoie une réponse. Après, quand il est réutilisé par quelqu'un d'autre, il est toujours disponible. Et au bout d'un moment, quand on n'en a plus besoin, il est dégonflé, on l'enlève de l'espace mémoire, et donc tout ce qui était dans le servlet, a priori, va disparaître. C'est pour ça que dans un servlet, on demande d'avoir une méthode destroy qui est lancée au moment de ce dégonflage. Au moment où Tomcat n'a plus besoin d'un servlet, il appelle sa méthode destroy avant de nettoyer l'espace mémoire qu'il occupait. Donc on peut faire en sorte de sauvegarder des choses dans la base de données, par exemple dans la méthode destroy. De manière duale, on a pour les servlets une méthode qui s'appelle init, et qui va être lancée au moment où le servlet est gonflé. Quand on gonfle un servlet, on lance init. Quand on dégonfle un servlet, on lance destroy. Donc dans un servlet, il nous faut une méthode init, une méthode destroy, et il nous faut des méthodes, alors dans le cadre des HTTP servlets, il nous faut des méthodes qu'on appelle de service, qui vont recevoir des requêtes HTTP et les dispatcher. Donc la méthode service, vous n'avez généralement pas à l'écrire, c'est la méthode qui est appelée avec la requête qui a été reçue, avec la réponse qui va être envoyée, et qui va être dispatchée sur une de ces autres méthodes en fonction de la nature de la méthode de la requête. Si la requête est un get, on va appeler doGet. Si la requête est un post, on va appeler doPost, etc., etc. Donc vous n'avez pas besoin d'écrire service. Ce que vous avez besoin d'écrire, c'est les méthodes doGet, doPost, etc., doPut, etc., pour les différentes choses. Et puis vous pouvez faire en sorte que certaines méthodes ne soient pas implémentées volontairement,
Hein, de toute façon, c'est votre client à vous qui va parler avec le serveur. Et vous pouvez faire en sorte que certaines méthodes renvoient vers d'autres méthodes. D'accord? Donc c'est ce qui est fait ici. Ici, dans le servlet, on a choisi de ne pas redéfinir init et destroy. Donc il n'y aura rien qui est fait au moment où le servlet est créé et rien qui est fait au moment où le servlet est détruit parce qu'il y a besoin de rien. On n'a pas redéfini service parce que de toute façon, service, il va s'occuper de dispatcher. On voit qu'on a deux méthodes, get et put. Donc ce que va faire service, c'est qu'il va regarder la requête. Si la requête vise post ou delete par exemple, on va renvoyer une erreur HTTP en disant la requête n'est pas disponible. Si la requête vise put, on voit ici que le code de put, c'est d'appeler doGet ici, donc ça va marcher, ça va faire la même chose qu'un get. Et si on choisit de faire doGet, c'est le code là qui va être exécuté. Alors, très important, c'est ce que je vous disais en cours, c'est que chaque méthode de service prend deux arguments. En Go, vous êtes obligé de faire vous-même. Alors, en Go, vous n'êtes pas obligé de faire vous-même le dispatch. Le dispatch, il se fait tout seul en abonnant. En Go, vous allez abonner des... En Go, il n'y a pas de gonflage, dégonflage. C'est tout. C'est ce que vous perdez par rapport au servlet, mais c'est pas forcément utile pour vous. En Go, ce que vous avez, c'est que vous allez abonner des chemins à des handlers. Et donc vous avez une méthode, je vous l'ai montré, elle est dans Go net HTTP, Golang net HTTP, et vous avez donc vous allez, où est-ce qu'on voit des choses? Voilà, vous avez une méthode handle ou handleFunc qui vous prend un chemin de votre serveur et qui l'abonne à une fonction. Et vous voyez que la fonction que vous devez abonner à votre chemin, elle prend une réponse et une requête. D'accord? Dans cet ordre. Donc en gros, c'est la même chose. On oublie toute la logistique de gonfler, dégonfler, mais on a quand même un dispatcher automatique qui récupère des chemins et qui envoie la requête correspondant à ce chemin à une fonction. Évidemment, si vous voulez mettre au point un système qui vérifie si la méthode est disponible ou pas, c'est dans le handler que vous allez vérifier la méthode de la requête et regarder si c'est une méthode qui correspond à ce que vous voulez. Sinon, vous enverrez un message, vous enverrez une réponse qui dit que la méthode n'existe pas. Donc en Go, finalement, vous écrivez des fonctions que vous abonnez à des chemins et ça va faire la liaison entre les deux. Il y a une étape administrative en moins, mais de toute façon, en Java, cette étape administrative, vous ne la voyez pas. Donc voilà, donc ça va être très similaire. Si vous essayez en Go, vous commencez avec les exemples de net HTTP et vous abonnez des fonctions simples, et vous verrez que c'est du même ordre de difficulté. Évidemment, c'est souvent plus facile à comprendre le Go parce que c'est moins verbeux que le Java, mais sur le principe, il va se passer la même chose. Donc je disais que ces méthodes de service et les méthodes les handlers qu'on va donner, qu'on va abonner dans Go, les deux, elles prennent deux choses, une requête et une réponse. D'accord? Donc c'est des points très importants. Java, Oracle, HTTP, comment ça s'appelle? Servlet, response. Hop, et Oracle, Java, HTTP, servlet, request. Et on va regarder la doc. Et on voit ici tout ce qu'on peut faire avec une requête, et c'est bien d'avoir cette page-là ouverte, parce que vous voyez que dans une requête, vous pouvez récupérer la valeur d'un headers en donnant son nom, get header ici, vous pouvez récupérer tous les noms de tous les headers qui correspondent à une énumération, vous pouvez récupérer le nom de tous les headers, c'est ici, et la valeur de la valeur all the value of the specified request header as an enumeration. Ça renvoie une enumeration, et ça renvoie juste le résultat. Ça, c'est une string, ça, c'est une énumération de string. Et vous voyez, get method qui vous permet de récupérer la méthode, get pass pour avoir qu'est-ce qu'on vise, get servlet pass qui est un truc un peu réflexif de savoir ce que vous étiez en train de viser, des logins qui peuvent être implémentés directement au niveau de la méthode. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est get parameter. Évidemment, il n'est pas là, il est dans
servlet request, la classe parent, et on a voilà, la partie intéressante, c'est ce get parameter qui permet de récupérer les paramètres de la requête qui est envoyée au servlet. Donc quand vous avez une requête paramétrée, vous avez ce get parameter qui vous permet de récupérer ces paramètres. Est-ce qu'on a un truc sur le contenu get et... Alors, un truc intéressant, c'est que vous vous rendez compte que dans la classe requête, toutes les choses sont des get, quasiment, ou des is. Puisqu'en fait, la requête, on n'a pas envie d'écrire dedans, on a envie de la lire. A l'inverse, dans la réponse, vous avez des add, des encore, et beaucoup de set qui vous permettent de modifier la réponse. Donc c'est la réponse la HTTP Servlet Response, et dans Servlet Response, vous avez un get output stream qui vous permet de récupérer le contenu de la réponse et pouvoir écrire dedans ce que vous voulez mettre dans le contenu. D'accord ? Voilà, donc ici je prends ma servlet request et ma servlet response. Comment je vais faire ? Hop, hop, hop. Et la servlet response. Et ensuite, je vais lire dans la requête. Alors ici, j'en ai pas besoin parce que je vais juste faire un truc bonjour monde. Et je vais écrire dans la réponse. Alors, ce que je veux faire, c'est un servlet qui envoie en... C'est un servlet qui envoie en une page HTML qui contient juste bonjour monde. Donc, ce que je fais, c'est que je vais ouvrir ma réponse ici. Et je vais prendre le getWriter. D'accord ? Donc là, on était tout à l'heure dedans. On doit l'avoir ici dans les réponses, servlet réponse. Return a printWriter object that can send character text to the client. Donc en gros, ce que vous récupérez, c'est un flux de sortie dans lequel vous pouvez écrire et qui va être attaché à la réponse de à la requête reçue. Donc là, vous récupérez un getWriter de la réponse, vous l'appelez out. Et ensuite, vous changez un en-tête de la réponse pour dire que ce que vous renvoyez, c'est du texte HTML. Donc ça, c'est une bonne pratique de mettre dans Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter à la réponse un en-tête content type et que ça va mettre comme valeur associée à cet en-tête texte HTML. Vous vous souvenez, dans les réponses et dans la requête HTTP, il y a des en-têtes qui qualifient un petit peu la réponse et la requête. Et donc ici, on va qualifier notre réponse comme une réponse qui envoie du HTML. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On prend ce writer qu'on a récupéré là, et on écrit dedans. Et on écrit dedans, ligne par ligne, en tout cas, on écrit qu'une ligne ici, qui est HTML, des balises HTML. Donc on écrit du HTML directement. On fera un point rapide sur l'HTML pour ceux qui ne connaissent pas jeudi. Et on écrit dedans le texte du code HTML qui va être directement envoyé dans le corps de la réponse. Donc voilà une servlette simple. Si on la met dans Tomcat, si on la met en ligne, et ensuite quand on la contacte avec un get, ce qu'elle va nous renvoyer, c'est une page HTML qui contient juste l'affichage bonjour monde. Et ensuite vous pouvez la tester. Alors je ne sais pas si on pourra bien tester ici, mais on regardera à la fin ce qui peut passer. Alors, créer un cas servlet compteur qui indique le nombre de visites de la page visée. Alors, je dois avoir ici compteur ici. Alors cette fois-ci, on veut compter le nombre de personnes qui consultent cette page. Donc vous voyez que c'est pareil que tout à l'heure. J'ai une classe compteur qui est en HTTP servlet. Et dans cette classe compteur, je redirige le put sur le get. Et dans le get, ce que je fais, c'est que je prends, comme toujours, une requête et une réponse. Et ce que je fais, c'est que je récupère le writer de la réponse pour écrire le contenu HTML que je veux mettre dedans. Et vous voyez que la différence avec ce qu'on a ici, on renvoie toujours la même page. Et ici, on va renvoyer une page qui est paramétrée, enfin qui est pas paramétrée, pardon, une page qui n'est pas toujours la même. Et elle va dépendre du nombre de fois que on a consulté cette page. Donc ce qu'on fait,
Un compteur de pages, comme à l'époque du web au début, machin, machin, vous vous souvenez? Non, vous étiez pas né. Mais l'idée, c'est que toutes les pages avaient un petit compteur pour de nombre de visites. Donc, vous avez, je prends le writer ici de la réponse, je fais toujours un set content type dans ma réponse, et ensuite, dans mon writer, j'écris une en-tête HTML, hein, ça c'est de l'HTML, c'est de la syntaxe, ça ne nous intéresse pas vraiment, et ensuite, j'écris dans le code HTML le titre compteur, une balise body, une balise qui se fermait ici, une balise H1 pour dire que c'est un gros titre qui est ici, et du texte, vous êtes là, et là on a ici une expression ternaire Java, c'est ça, hein, moi j'y connais rien en Java, donc c'est vous qui me dites. Ce truc là c'est une expression ternaire, donc quand ça c'est vrai, c'est la valeur là, et quand ça c'est faux, c'est la valeur là. C'est l'équivalent d'un if then else fonctionnel, enfin expressif en tout cas, et cette expression correspond à cette expression là si ça est vrai, et cette expression là si ça est faux. Donc on fait un plus plus sur une variable compteur, et on regarde ensuite si cette variable vaut 1. Si elle vaut 1, on écrit première, et si elle vaut pas 1, on écrit compteurième personne. Qu'est-ce que c'est cette variable compteur? C'est une variable qui est définie dans le servlet, et initialisée à 0. D'accord? Donc ce qui se passe ici, c'est qu'à chaque fois qu'on récupère un get, on incrémente le compteur. La première fois qu'on l'incrémente, il passe à 1, donc on renvoie une page HTML qui est vous êtes la première personne, et toutes les fois suivantes, on renvoie une page HTML qui dit vous êtes la compteurième personne en fonction de la valeur du compteur. Donc voilà, on est content, on a une page qui est dynamique, qui change de contenu en fonction du temps. Là, on a quelque chose de plus involutif. La deuxième fois qu'on consulte, eh ben, on n'a pas la même réponse que la première fois. Maintenant, si le but initial, hein, ce qui était écrit ici, c'était indiquer le nombre de visites à la page, comme à la grande époque d'Internet des années 98-99, est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière de procéder? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne manière d'écrire un compteur de page que d'avoir dans le servlet un compteur qui est initialement 0 et qui est incrémenté à chaque fois qu'une personne fait un get sur cette page? Alors, très bien, Corentin, non, ce n'est pas une bonne manière de faire à cause des dégonflages et des regonflages. Tout à fait. Effectivement, ce qu'on va compter ici, c'est le nombre de personnes qui sont venues depuis le gonflage du servlet, depuis le dernier gonflage du servlet. Parce que vous vous souvenez, ce qui se passe ici, c'est que la première fois que quelqu'un contacte ma page, le servlet compteur est gonflé, compteur est mis à 0, et ensuite, comme compteur est mis à 0, il est passé à 1 à la première visite, ensuite il y a d'autres visites qui arrivent, il passe à 2, à 3, à 4, à 5, plus personne visite le site parce que c'est la nuit, Tomcat dégonfle le servlet, et le 5 disparaît. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que quelqu'un pourrait décrire avec les mains ce qu'on pourrait faire dans ce servlet pour comment on pourrait le modifier Alors, on pourrait utiliser la session. Non. Ce qu'on a vu en cours, ça donne utiliser des cookies, ça permet de compter le nombre de fois qu'une même personne est venue, puisque les sessions, ou en tout cas l'utilisation des cookies, ça permet de donner un token à quelqu'un pour pouvoir le reconnaître la prochaine fois qu'il vient. Mais ça ne permet pas de maintenir une variable globale dans le serveur. Donc on ne peut pas utiliser la session. Alors ça c'est très bien, Corentin, c'est une bonne idée. Ce serait d'écrire une méthode public void init ici, qui à l'initialisation récupère la valeur du compteur. À l'initialisation, on aurait un truc, alors j'écris pas le code Java parce que j'ai pas envie, mais en gros, on va faire récupère dans un fichier ou dans une base de données la dernière valeur du compteur. Et ensuite, on aurait un truc de type int compteur. On aurait un truc de type compteur égale ça. Et ici, on aurait un int compteur. Donc là, ce serait malin, c'est de stocker entre les dégonflages, de stocker la dernière valeur du compteur dans un fichier.
quand on fait init du servlet, au moment où il est gonflé, il récupère cette valeur dans le fichier. Il la lit, et puis elle est dans sa mémoire. Et ensuite, on aurait une méthode destroy. Et cette méthode destroy, c'est au moment où le servlet est dégonflé. Ce qu'il ferait, c'est qu'il écrirait la valeur de compteur dans un fichier ou une base de données. Donc init est appelé à chaque gonflage et destroy à chaque dégonflage. C'est exactement ça que ça fait. Et donc vous pouvez vous servir de votre base de données ou de fichiers pour maintenir des sessions sur pour maintenir des informations sur un même servlet. D'accord ? Si vous avez besoin d'informations persistantes, bah, vous les mettez dans votre base de données ou dans un fichier. Quand le servlet est gonflé, vous récupérez cette information dans le fichier ou la base de données. Quand le servlet est dégonflé, vous écrivez cette information dans le servlet ou la base de données. C'est une bonne manière de procéder en faisant comme ça. Alors après, on pourrait imaginer des systèmes encore plus compliqués où le nombre de visites n'existe pas dans le servlet, mais existe dans la base de données. On va faire les schémas. Alors la première solution ici, c'est qu'on a notre servlet qui peut être gonflé ou dégonflé. Et l'idée, c'est de faire un init et un destroy qui regarde un fichier. Donc autour du servlet, il y a un fichier ici. Quand on fait un init, on lit dans le fichier. Quand on fait un destroy, on écrit dans le fichier. Donc ça veut dire qu'on maintient quelque chose avec un fichier. On pourrait aussi le faire avec la base de données. Quand on fait un init, pas avec la base de données, on pourrait faire directement manipuler la base de données. Donc vous avez dans votre base de données une table avec juste une entrée qui est le nombre de visites. Ou alors vous faites un truc plus compliqué avec une entrée pour chaque visite. Et à chaque fois qu'on fait un get sur votre page, vous commencez par aller chercher dans la base de données le nombre de fois que quelqu'un s'est connecté sur la page et vous écrivez, vous changez cette valeur par cette valeur plus 1. Donc là, c'est stocké dans la base de données. Donc si le serveur s'arrête, la base de données, c'est une persistance par définition. Donc l'information va rester dans la base de données. Donc c'est une autre manière de procéder qui est de stocker cette valeur qu'on veut qu'elle persiste dans la base de données. Et enfin, une troisième manière qui existe, mais qui est propre au servlet, c'est qu'en fait, ce servlet, le contexte d'évaluation des servlets, il n'est pas vide. En fait, on peut stocker des trucs dans le contexte d'évaluation des servlets. Le contexte d'évaluation des servlets, il ne vit que tant que le serveur, pas le servlet, tant que le serveur est en ligne. Tant que le serveur est en ligne, le contexte des servlets, vit. Et on peut stocker des trucs dans le contexte des servlets. Donc les servlets, ils sont dégonflés, regonflés, mais le contexte existe toujours. Et donc au moment où on les gonfle, on peut les faire regarder dans le contexte des servlets, de récupérer cette valeur dans le contexte des servlets, et au moment où on les dégonfle, on peut leur faire écrire dans ce contexte de servlet. Donc, alors, comment ça persiste ces trois manières de procéder? Si je prends la manière 1, le compteur... si je prends la manière 1, c'est celle qu'on avait vue, où on met compteur dans le servlet. On met le compteur dans le servlet, le compteur à l'intérieur. Donc si je prends la manière que j'ai écrit là-bas, mon compteur, il ne persiste que pendant la durée de vie du servlet. Dès que le servlet est dégonflé, mon compteur disparaît, et quand il est regonflé, mon servlet est remis à 0. Si je stocke dans le contexte des servlets, alors mon compteur, sa durée de vie, c'est celle du serveur. Quand le servlet est dégonflé, ça persiste. Quand le servlet est regonflé, on peut reprendre l'ancienne valeur. Par contre, si le serveur s'arrête, si on l'éteint ou si on le reboot, alors cette valeur disparaît parce que le contexte des servlets disparaît. Et si je prends une de ces deux manières-là, soit la base de données, soit un fichier, eh bien, le compteur, cette fois-ci, sa durée, elle est entièrement persistante, puisqu'il s'est stocké ici et ici dans de la mémoire morte, qui va durer plus que la mise sous tension du serveur. Donc voilà plusieurs manières
de passer outre et de faire un compteur de pages qui fait ce à quoi on s'attend. En utilisant un cookie, créez la classe Je vous connais qui signale à son utilisateur combien de fois il a déjà visité une page. Alors c'est ce qu'on a vu en cours, il me semble. Non? Je me souviens plus. Donc l'idée c'est cette fois-ci d'être capable de dire si quelqu'un est déjà venu sur une page. Donc cette fois-ci on va utiliser un cookie. Alors je crois qu'on l'avait vu en cours avec les sessions. Oui c'est ça. Dans le cours je l'avais montré avec les sessions et je vous avais dit les sessions de Java elles sont implémentées avec des cookies. Et ah oui, attendez, il faut que je vous dise un autre truc que j'ai pas dit avant, c'est que j'ai pas cherché servlet context Java Oracle. Voilà, juste le servlet context, c'est des méthodes que les servlets utilisent pour communiquer avec leur container. Donc c'est des choses qu'on peut mettre dans le container, et il y a un seul contexte par application web. Donc c'est en gros, si vous voulez, c'est un contexte qui est partagé par tous les servlets, donc ils peuvent s'en servir pour partager de l'information, et qui va persister quand les servlets sont gonflés ou dégonflés. Si jamais vous distribuez votre application, il ne faut pas s'en servir, mais si votre application n'est pas distribuée, alors ça vous permet vraiment d'avoir des ressources globales pour vos différents servlets. Donc vous avez des méthodes d'ajouter des servlets, de récupérer le contexte sous forme de servlet contexte, mais ce qui nous intéresse c'est plutôt ça, get attribute, et puis j'imagine le set attribute. Ces deux méthodes là, elles permettent de binder des objets à des noms dans votre contexte de servlet, et donc de se servir du contexte de servlet comme d'une mémoire entre deux gonflages, regonflages, dégonflages d'un même servlet, ou même pour communiquer entre les servlets les uns avec les autres. Moi je vais m'en servir tout à l'heure dans mes exemples de l'exercice 3 parce que j'ai pas envie de faire de la base de données et de l'ORM, et donc je vais modéliser une base de données en utilisant juste le contexte des servlets. Mais en gros il faut que vous sachiez que ça existe et vous pouvez vous en servir pour faire des choses. Dans le cadre d'un serveur Go, évidemment, le contexte de servlet, ça devient la mémoire les variables globales qui sont dans le code de votre serveur. Donc c'est plus facile à manipuler en un sens. Donc voilà, donc ce qu'on avait vu en cours, c'était l'utilisation d'une session. On avait dit une session, c'est un objet Java. On va encore essayer. HTTP session Java Oracle. Et on voit ici que c'est une manière d'identifier les utilisateurs à plusieurs pages qui est de plus haut niveau que l'utilisation de cookies. En fait, à l'intérieur, ça utilise des cookies, en tout cas des tokens qui permettent de savoir si on est sur la même session. Mais voilà, donc vous avez des attributs de session qui permettent de maintenir de la mémoire d'une session au sein de la même session. Et puis vous pouvez récupérer d'autres choses, le servlet contexte, le contexte, etc. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est get attribute et set attribute, qui permet d'utiliser la session comme une mémoire et de mettre des prerequisites. Voilà. Dans le cours, j'ai dû utiliser put value, mais maintenant c'est set attribute et get attribute, qui permet de stocker des choses dans la mémoire de la session, et de regarder si ces choses existent, et ensuite de discuter en fonction de ce qui se passe. Bon. C'est plutôt bien, mais à un niveau plus bas, si on n'a pas accès aux sessions et qu'on veut le faire nous-mêmes avec des cookies, évidemment on peut le faire. Donc ici on a un servlet du même modèle que d'habitude, qui a un compteur qui vaut 0 à la création du servlet, qui ouvre le writer de sa réponse qu'il appelle out, et qui a 3 strings T1, T2, T3. Et l'idée c'est que... alors, c'est du code que j'ai pas fait moi, et du coup c'est bizarre. T1 c'est une string d'entier. T1 c'est une valeur de cookie, et T3 c'est la nouvelle... T1 ça doit être l'ancienne valeur de cookie. T3 c'est la nouvelle valeur du cookie. Et T2 c'est
une chaîne de caractères qui dit quelque chose. Donc voilà, donc ce code est volontairement cryptique, écrit par mes prédécesseurs. Mais en gros, T1, ça doit être l'ancienne valeur du cookie, T3 la nouvelle, et T2 la chose qu'on va écrire dans le HTML. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par lire la requête. Ça c'est important, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait, mais on va utiliser la requête, on va utiliser la méthode getCookies de la requête qui permet de récupérer une liste de cookies. Et on va... CN, c'est le nom de notre cookie. Vous savez, les cookies, ce sont des petits tokens d'information qui sont des valeurs qui sont associées à des noms. Tout est table d'association. Et donc CN, ça va être le nom de notre cookie, et on va lui mettre une valeur. Donc ensuite, on fabrique une réponse classique. Donc on met le header content type dans la réponse. On commence par écrire une ligne d'entête HTML. Et ensuite, on va faire du code Java pour générer de l'HTML qui dépend de la cookie. Alors, ce code HTML, il dit si CS est différent de null. Qu'est-ce que c'est CS? C'est l'ensemble des cookies qui sont attachés à la requête. Donc si CS vaut null, alors la chaîne T1 va être 1. S'il n'y a pas de cookie, la valeur associée, on va dire 1. Sinon, on passe T1 à null. Et ensuite, pour i de 0 jusqu'à la longueur de la chaîne de cookies, on regarde s'il y a un cookie qui a le nom qu'on cherche. Donc là, à mon avis, il doit y avoir plus simple que ça. Il doit y avoir des méthodes qui permettent de récupérer directement un cookie associé à un nom. On va regarder un peu Oracle Java get cookie. Bon voilà, donc là ils nous disent de carrément utiliser un cookie manager. Et en tout cas, j'imagine qu'il y a vraiment un truc qui permet d'accéder directement à un cookie en fonction. Donc là, il y a new HTTP cookie et retrieving cookie ici doit être où? Pouf, 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 pouf. Get cookies. Ah non. Non, il fait aussi un parcours. Bon. Donc ici, on récupère l'intégralité des cookies associés à la requête et on cherche celui qui s'appelle je vous connais. Donc pour tous les cookies ici, on regarde est-ce que son nom, le cookies numéro i, son nom est égal à la chaîne de notre cookies à nous, le nom qu'on a donné à notre cookies. Si jamais on en trouve un tel que c'est le cas, alors dans T1, on met la valeur associée. Donc si jamais s'il n'y a pas de cookie, on met 1 dans T1. Et s'il y a des cookies, on les parcourt tous jusqu'à trouver le nôtre et on met sa valeur dans T1. Ensuite, on essaye ici de... on va essayer de faire la chose suivante. On va parser T1. Et on va... donc soit T1 c'est null parce qu'on l'a pas trouvé, soit T1 c'est 1 parce que la personne n'est jamais venue. Donc si jamais on arrive à parser T1, on va écrire dans T3 le... Je devrais faire comme ça, non? Si jamais on a réussi à parser T1, donc on a une valeur associée au cookie, on va mettre cette valeur, on va l'appeler i. La chaîne de caractères qui va être la nouvelle valeur du cookie, ça va être i plus 1 casté en string. Et on va dire, on va répondre, on va écrire dans la réponse, dans la chaîne T2, vous êtes déjà venu i fois. Donc on parse le cookie qui dit combien de fois la personne est déjà venue, on récupère sa valeur et on s'en sert pour instancier la chose. Et vous voyez qu'à la fin, ce qu'on fait, c'est un print line du code HTML avec la chaîne de caractères T2. Et on n'oublie pas dans la requête d'ajouter un nouveau cookie qui est l'ancien cookie qui dure 1 an. Là, on regarde la durée de vie du cookie. Et le nouveau cookie, eh bien, il est créé avec comme nom de cookie le nom qu'on utilise toujours, le nom je vous connais, et comme valeur de cookie la nouvelle valeur T3 qui est l'ancienne valeur plus 1 mais reconvertie en string. Bon, si la personne n'est jamais venue, enfin si jamais on n'a pas réussi à parser
ce T1, alors on récupère l'exception ici et on met 1 dans T3, la nouvelle valeur. Et on dit il est probable que vous êtes déjà venu parce qu'on voit qu'il y a un cookie mais il n'y a pas celui qu'on cherchait. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a un cookie. S'il n'y a pas le cookie qu'on cherchait, c'est ça, et donc parce qu'il y a un cookie mais qui ne correspond pas à celui qu'on cherchait. Bon. En tout cas, le principe général ici que vous devez retenir, c'est que on utilise getCookies pour récupérer l'ensemble des cookies associés à une requête. Et ensuite, on doit chercher dans ces cookies s'il y a celui qui nous intéresse. S'il y a celui qui nous intéresse, en fonction de s'il y a déjà celui qui nous intéresse ou pas, on va pouvoir modifier notre réponse. Et ensuite, on va créer une nouvelle valeur pour ce cookie qu'on va intégrer à notre réponse. Si le cookie n'est pas là, ça va créer une valeur initiale. Si le cookie était là, on va créer une nouvelle valeur qui dépend de la précédente. Donc si vous voulez faire une session avec ça, eh bien vous allez récupérer le cookie initialement. Enfin, si jamais le cookie de session n'existe pas, alors vous allez en créer un nouveau. Et ensuite, à chaque fois, vous allez regarder, est-ce qu'il y a un cookie de session? Si oui, ça correspond à quelle session? Et ensuite, dans votre mémoire, vous allez avoir des informations associées à cette session. Par exemple, vous allez avoir un map qui associe à chaque session le panier de quelqu'un, et donc vous allez pouvoir les récupérer à ce moment-là. Ici, il y a un int compteur égale 0 qui est nul. Il ne m'intéresse pas en fait, ce int compteur. J'aurais voulu poser une question, mais c'était pas ça. Bon, est-ce que vous comprenez? Est-ce que ça va? Cette histoire de cookies, ce sont des associations entre des noms et des valeurs. On récupère les cookies de la requête et on fait un comportement différent en fonction de la valeur du cookie. Et ensuite, on n'oublie pas de réécrire la nouvelle valeur du cookie dans la réponse. Bon, j'espère que ça va. Et du coup, je vais passer à la suite. La suite, c'est un fichier JSP qui permet d'afficher un formulaire de saisie et un servlet qui va être lié à l'action du formulaire. Alors, ça, c'est une manière old school de procéder pour faire du web dynamique qu'il faut que vous compreniez bien, qui est de dire, sur le serveur, je vais mettre du code client et je vais publier des composants qui sont accessibles par ce code client. La première fois qu'une personne va se connecter à mon application, elle va télécharger le code client qui va être exécuté sur son navigateur. Le code client, il va contenir des appels aux différents services que j'ai publiés sur mon serveur. Donc c'est ça le web dynamique, c'est de l'intégralité de l'application client plus serveur existe sur le serveur. Lorsque le client se connecte, il récupère le code client. Le code client va tourner sur son navigateur et va lui permettre de contacter les différents composants du serveur. Donc ici on va écrire du code client qui propose un formulaire sous forme de fichier JSP. Je vous ai dit, le JSP c'est la version Java du PHP, c'est un template hybride mais apparenté gabarit, c'est-à-dire qu'on va écrire du code HTML à trous et on va mettre du code pour remplir les trous. Et ce code peut faire appel à la partie serveur et au code serveur. Donc on va écrire deux choses, un fichier JSP qui permet de créer un formulaire, qui va permettre à ce formulaire de contacter un servlet qui va s'occuper de répondre au formulaire. Donc regardez ce qu'on fait. Donc voilà mon JSP. Mon JSP, vous voyez, c'est du HTML à trous. Donc là, j'ai des balises HTML, et puis vous voyez ici, j'ai du code. Et là, j'ai du code Java qui va prendre la date sur le serveur et le transformer en string pour l'intégrer ici. Formulaire de saisie daté du, et là je récupère la date, donc j'intègre du code avec ce piquant % égal, j'intègre du code à l'intérieur de ma page. Et on a vu en cours que ce code là va être transformé en servlet qui va ensuite écrire le résultat du code et de l'imbrication des lignes d'HTML dans la réponse HTTP.
Alors qu'est-ce que c'est le corps de cette page? Une fois qu'on a mis formulaire de saisie date et due, on a une balise forme, qui est la balise des formulaires HTML, et on voit que cette balise, son bouton de soumission. Donc formulaire, c'est un truc qui est très codifié dans l'HTML, qui correspond à un formulaire qu'on peut soumettre, donc qui permet dans lequel il y a des champs où on peut rentrer quelque chose, et qui peut soumettre quand on clique sur un bouton qui est lié au type submit, qui peut soumettre des informations. Donc là on dit, quand ce formulaire est soumis, il faut utiliser la méthode get avec comme cible cette cible-là. D'accord? Donc une adresse internet bidon, et on va chercher le servlet qui est lié à saisie. Qu'est-ce que c'est le formulaire? Donc là vous voyez il est donné par des tables. On a on en fera la semaine prochaine en TD quand on fera les clients des applications web. On a un champ nom avec ici un input qui est associé au nom nom, un champ prénom qui est associé au nom prénom, et un bouton submit. Quand on va soumettre, ça va envoyer une méthode get qui va être paramétrée par nom égale ce qui a été soumis, et prénom égale ce qui a été soumis. C'est le fonctionnement initial des formulaires, qui sont encore utilisés aujourd'hui, qui permettent de soumettre des informations en associant à des noms des paramètres qui sont donnés par le navigateur, enfin par le client qui doit remplir les champs, et en visant une action du serveur. Donc là, on associe des valeurs à des paramètres, et on fait une requête HTTP sur un endroit du serveur qu'on vise, en associant les paramètres à cette requête HTTP. Voilà, donc là, il faut que le chemin saisi soit lié au servlet qui est implémenté par celui-là, et le servlet qui est implémenté par celui-là, il est fait pour recevoir ce genre de requêtes, des requêtes qui contiennent un nom et un prénom. Alors, comment on fait? Si jamais on reçoit un get sur ce formulaire, on a, comme dans toutes les méthodes de service, on prend une requête et une réponse, on ouvre la réponse pour pouvoir écrire dedans, on met un header de contenu, et on écrit le début de l'entête HTML, on écrit saisie, et on met le résultat de la saisie. La saisie donne QGetQueryString. Ah oui, d'accord, donc c'est une saisie, vraiment, c'est même pas, on cherche pas, c'est un peu paresseux, on cherche pas à séparer nom, prénom, on donne juste la query string. Et la query string, ça va être quelque chose du type nom égale de Donjon et prénom égale Romain. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait dans les vraies applications? Et je ne sais plus si on va le faire tout à l'heure ou pas, mais dans les vraies applications, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre cette query string et on va la découper. On va la slicer pour récupérer les associations clés-valeurs. Et en fait, si vous êtes dans du Java, vous n'avez même pas besoin de slicer la query string, puisque vous pouvez vous contenter d'utiliser getParameter. Non, c'est pas ça que je cherche. C'est ça. Et vous allez avoir un getParameter ici, qui va vous permettre de récupérer directement les paramètres associés. Voilà pour des choses très basiques de servlet. Alors, donner le plan des servlets du serveur, ça on va pas le faire parce qu'on l'a fait la semaine dernière. Vous vous souvenez de est-ce que je peux retrouver ou pas? La semaine dernière, on était le 22. Et le 22, on avait fait ces trois trucs-là. Hein, vous vous souvenez? C'était le plan, et à chaque fois, dans le truc de vente en ligne, on avait fait un composant du serveur par écran. Pour la bibliothèque, on avait fait un composant du serveur par ressource. Et pour
l'application de parking, on avait fait un composant du serveur par fonction à appeler. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder comment on peut implémenter la bibliothèque et le serveur de la bibliothèque et le parking. Et on va regarder le code en entier. Et vous me dites si vous avez s'il y a des choses que vous voulez, des problèmes. Alors c'est du Eclipse, pas du tout l'habitude. Comment on fait pour que vous voyez mieux dans Eclipse? Alors je vais regarder Eclipse. Alors, on nous dit file. Non, pas file. Préférence. C'est où préférence? Préférence générale appearance color. Préférence. Pas du tout. Personne veut m'aider? Vous voyez bien? Bon, si vous voyez bien, ça me sauve un peu. J'ai pas envie de passer des heures là-dessus. Alors, j'ai mes deux applications de bibliothèque et de Ctrl Shift plus. Ah, merci beaucoup. Merci. Alors, mes ressources Java. Qu'est-ce qui va être intéressant de regarder? Le web.xml. Donc là, vous voyez, j'ai un gros paquet pour mon application qui s'appelle un WAR. Dans ce paquet, il y a le code client. Ici, j'ai une page, la page qu'on contacte, qui est du HTML. Et vous voyez, cette page HTML, elle est vide. Elle contient juste un appel. Monsieur, on a perdu le son. On a plus de son. Ok. Alors, pourquoi vous avez perdu le son? Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô. Alors. Allô? Vous m'entendez? Ok, super. Merci. J'ai dû misclick. C'est passé un truc. Alors, donc vous voyez, dans ce contenu de web que j'ai le code du serveur et le code du client. Et je vous ai dit tout à l'heure, on envoie d'abord du code client au navigateur qui va le faire tourner et qui va avoir besoin de contacter le serveur, des composants précises du serveur pour faire des choses précises. Donc là, vous voyez le code que, lorsque mon application elle est contactée, le code qui est envoyé, c'est ce code-là. C'est une page HTML qui en fait est vide et qui contient juste deux scripts JavaScript qui vont être lancés. Le script jQuery parce que je me sers de jQuery ici, et le script client Bibli qu'on regardera la semaine prochaine. Voilà. Donc ça, c'est le script client Bibli, et on le regardera en détail la semaine prochaine quand on aura discuté un peu de JavaScript. Bon, ce qui nous intéresse plutôt ici, c'est la partie serveur. Et dans la partie serveur, on a un fichier web.xml. Ah mince! On voit pas le XML directement, c'est ça?
on voit une version... Et puis on peut pas faire contrôle plus. On voit une version bizarre de du XML à la Java. J'aimerais bien vous montrer le vrai XML. Alors attention. Hop. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Non mais je sais même pas où est mon workspace. F. J'ai des commentaires dans le chat. En bas à gauche, merci, merci. Alors vous dites, en bas à gauche de la fenêtre, design sur... Ouais, merci, merci beaucoup. Ah, vous êtes tellement fort en Eclipse. Et c'est votre métier en même temps. Donc là, vous voyez que dans ce fichier, je décris mon application. Donc une manière de faire, c'est de dire, quand on se... La welcome file, c'est quand on contacte directement l'application, qu'est-ce qui va être proposé en premier, quelle est la page qui va être donnée en premier. Donc là on voit la page en premier, c'est la page index.html qu'on a fournie, pour enlever les autres parce que les autres n'existent pas. Ensuite, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir des servlets et mapper les servlets à des URL. Et donc je vous avais dit, ça se fait en deux temps. On donne à une classe qu'on a définie, alors elles doivent être ici les classes, on donne à une classe qu'on a définie un nom de servlet, et on lie un nom de servlet à une URL. Donc vous voyez, j'ai une URL qui est livre, je peux contacter mon serveur sur le chemin livre. Quand je contacte le serveur sur le chemin livre, ça le gonfle et puis ça lance le serveur, enfin ça appelle le serveur livre servlet. Et le serveur livre servlet, c'est celui qui est implémenté par la classe servlet livre qui existe ici. Donc vous voyez que j'ai trois servlets, un pour les livres, un pour les utilisateurs et un pour les emprunts. Donc ça correspond à ce qu'on avait dit la semaine dernière sur le fait de on a réifié la représentation de notre base de données en trois servlets, un qui s'occupe de la gestion des livres, un qui s'occupe de la gestion des utilisateurs et un qui s'occupe de la gestion des emprunts. Alors maintenant on regarde le code du serveur lui-même et donc normalement il faudrait une base de données, il faudrait que le serveur communique par la base de données, mais je ne l'ai pas fait ici. À la place, j'ai utilisé des choses qui vont tricher, qui vont utiliser le servlet de contexte, et je vous montrerai un petit peu après comment j'ai fait, mais commençons par le plus simple, et par les objets qui vont être manipulés. Alors dans tous les cas, il faut des objets dans votre serveur qui vont être manipulés, et après il vous faut normalement un ORM qui va lier les objets qui existent dans votre servlet avec des entrées d'une base de données qui est manipulée par votre servlet. Donc ici j'ai une classe d'objet utilisateur. Un utilisateur c'est un nom, un login et un mot de passe. Et quand on crée un utilisateur, pardon, un nom, un login, un mot de passe et une liste d'emprunts, des livres qu'ils ont empruntés. Donc quand on prend un utilisateur, quand on crée un utilisateur, on lui donne le nom, le login, le mot de passe, et il est initialisé avec une liste d'emprunts qui est vide. Et il y a empreinte qui permet d'ajouter un emprunt à sa liste d'emprunts, rang qui permet d'enlever un emprunt de sa liste d'emprunts, et toString qui transforme, qui permet de l'afficher. Et maintenant regardons qu'est-ce que c'est un emprunt. Un emprunt c'est un livre qu'on emprunte, c'est le substrat de l'emprunt, une deadline et un emprunteur. Donc quand on crée un emprunt, on lui donne un identifiant unique, un identifiant, pardon, le nom de l'emprunteur et le nom du livre, et il choisit de base la deadline c'est 30 jours plus maintenant, et sa deadline c'est un format de ça sous forme string. Ah, la deadline est une string, d'accord, donc ça formate la deadline qui va bien. Et l'emprunteur, c'est l'emprunteur, le substrat, c'est le substrat. Et un emprunt, on peut faire un jour restant qui dit combien de jours restants il reste en prenant la date d'aujourd'hui et la date de l'emprunt. Bon, très bien. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Donc les utilisateurs sont liés à des emprunts et ils sont créés avec des livres. Donc il y a un livre. Qu'est-ce que c'est un livre?
Un livre, c'est un titre, un auteur. Une publication, ça doit être l'année de publication. Un identifiant et un entier qui dit est-ce qu'il est disponible ou pas. Combien de livres disponibles il reste. Donc quand on crée un livre, on le crée en disant qu'il en reste 0. Et on a une fonction ajoute qui ajoute un livre, qui ajoute 1 au nombre de livres disponibles, et une fonction empreinte qui enlève 1 au nombre de livres disponibles. Et il a un toString classique. C'est bien. Et maintenant, l'idée c'est que j'avais envie de... ah oui, voilà. Il faut garder au niveau du serveur un rayon. Et un rayon, c'est l'ensemble des livres disponibles. D'accord ? Donc ça peut être géré par votre base de données quand on utilise une base de données, ou alors ça peut être lié à une base de données quand on utilise une base de données. Donc qu'est-ce que c'est un rayon ? C'est un map des entiers dans les livres. Et quand on crée un rayon, bah, ça fait un rayon vide. Quand on ajoute un livre, et ben ça prend l'identifiant du livre et ça l'ajoute et ça le bind à cet identifiant dans mon rayon. D'accord ? Ça, c'est le put des hashmaps. Et la clé, c'est l'identifiant du livre. Les livres ont toujours un identifiant. Et ensuite, on a 3 méthodes pour trouver les livres dans les rayons. Trouve titre, ça prend un titre et ça renvoie une liste de livres qui correspondent à ce titre. Donc ça fait une liste résultat. Ça parcourt le rayon. Hein, le rayon, ça parcourt les valeurs du rayon. Et à chaque fois que ça trouve un livre dont le titre est égal à celui qu'on cherche, alors on ajoute le livre au résultat. Et voilà. Et trouve auteur, ça fait la même chose par auteur. Et trouve un livre selon son identifiant. Ça récupère un livre selon l'identifiant. Mais sauf que ça peut être null, parce que si ça se trouve, le livre n'est pas dans le rayon. Et à ce moment-là, on fabrique une option. On impose soit un livre, soit pas de livre. C'est un type option, ça vous savez ce que c'est. Et voilà. Donc j'ai créé un truc rayon qui me permet de modéliser une bibliothèque qui existe dans le servlet. Enfin, qui n'existe pas dans le servlet, qui va exister dans le serveur, dans le contexte des servlets, avec les titres, les auteurs et la... Évidemment, dans la vraie vie, vous avez une base de données qui remplace ça et vous faites des appels à la base de données. C'est juste, comme je montre juste la structure de l'application web, j'ai pas envie de descendre au niveau de la base de données. Et si vous avez du mal, regardez les tutoriels de JDBC ou Hibernate. Et normalement, c'est pas trop dur de lier une base de données à Java. Ce qui est dur, c'est d'écrire une ORM, mais personne ne vous demande de faire ça ici. Alors, j'ai rayon livre. Inscrit, c'est quoi ? Inscrit, c'est la même chose. Ça va modéliser la base de données des utilisateurs inscrits. Et donc je le modélise comme un objet dans mon servlet, mais vous, dans votre appli web, vous n'allez pas avoir vos bases de données qui vont exister au niveau des servlets, elles vont exister au niveau d'une vraie base de données SQL ou NoSQL. Donc là, c'est la même chose pour les inscrits. Je peux trouver un utilisateur avec son login, et voilà, je parcours les utilisateurs et j'essaie d'en trouver un qui va bien. Et donc ça map des strings et des utilisateurs. Et je peux ajouter un utilisateur aussi. Et voilà. Et j'ai la même chose pour les emprunts. Je peux trouver un emprunt avec son identifiant. Ou je peux ajouter un emprunt ou retirer un emprunt. Donc maintenant, on passe aux choses intéressantes qui sont les servlets, les différentes servlets. Alors j'ai un servlet utilisateur, et on avait dit la semaine dernière que le servlet utilisateur, il était utilisé pour entre autres faire l'identification, soit pour récupérer un utilisateur, récupérer le nom d'un utilisateur, soit prendre son identification. Ce qui est important ici, c'est que je vais utiliser la méthode init pour faire en sorte que pour stocker la base de données des utilisateurs dans le contexte de servlet. Dans la vraie vie, j'en aurais pas besoin parce que ce serait dans la base de données. Mais ici, comme j'ai une hashmap qui vit dans le code Java, je vais la faire vivre dans le serveur au niveau du servlet de contexte. Donc quand je gonfle servlet utilisateur, ce qu'il va faire, c'est que il va récupérer le contexte servlet. Vous vous souvenez, le contexte servlet,
c'est le gros machin qui englobe tous mes servlets. Ah mince. Je passe comme ça. Dans le conteneur de servlet, c'est le gros machin qui englobe tous mes servlets et qui peut contenir des informations. Et ici, je peux regarder, est-ce qu'il y a déjà une base utilisateur dans mon contexte de servlet. Donc là, je me sers du contexte de servlet. S'il y a une base utilisateur, alors je la caste comme une base d'inscrits et je l'appelle base. Et sinon, je crée une nouvelle base à partir d'un exemple que j'ai mis ici. Ici, j'ai un exemple avec une base un rayon de livres qui contient 1, 2, 3, 4 livres. Une base d'utilisateurs qui contient 1, 2, 3, 4 utilisateurs. Avec login, mot de passe. Et une base d'emprunt qui est initialement vide. Au début, il n'y a pas d'emprunt dans ma... oui, au début, les emprunts sont vides et puis petit à petit, on peut les avoir. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du servlet utilisateur? Donc voilà, donc pour utiliser le servlet utilisateur, il faut qu'il y ait une base d'utilisateurs dans le servlet de contexte. Vous n'aurez pas à avoir besoin de ça puisque vous allez aller chercher directement dans la base de données les histoires. Donc vous n'avez pas besoin de faire cette partie-là. Mais ici, ce que j'ai fait, c'est que dans base, après, c'est la base la hashmap des gens qui sont inscrits. Quand je fais un get sur mon servlet des utilisateurs, ce que je vais faire, c'est que je veux renvoyer, je veux prendre en paramètre un nom d'utilisateur et faire une recherche par login et renvoyer l'utilisateur en entier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans ma base, enfin je vais regarder dans ma requête, est-ce qu'il y a un paramètre login. Donc là je regarde la requête, je fais un get parameter et je regarde est-ce que la requête est paramétrée avec un login. Si la requête n'est pas paramétrée avec un login, alors je renvoie pas de login. D'accord? Parce que je peux rien faire. Enfin, le serveur s'arrête, il renvoie rien, il dit pas de login. Si jamais il y a un login, qu'est-ce que je fais? Je trouve l'utilisateur dans la base. Je fais trouve utilisateur de login et ça me renvoie un optional résultat. Ensuite, je fabrique une réponse HTTP en mettant set content type, le header qui va bien, en écrivant sur la sortie standard un truc, et je regarde est-ce que cet optional contient quelque chose. Et en Java, c'est is present. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ORES? En gros, ça veut dire est-ce que ça a marché de faire trouve utilisateur sur ma base. S'il n'y a pas quelque chose dedans, alors je sérialise le null et j'envoie comme réponse HTTP la réponse vide pour dire bah non, on va demander un utilisateur avec un login qui n'existe pas, donc j'envoie la réponse vide. Si jamais l'utilisateur existe, que j'ai réussi à le trouver dans la base, je vais dire que j'encode en UTF-8 le résultat, et je vais dans le writer de la réponse écrire une sérialisation. JSON, c'est une bibliothèque de Google qui permet en Java de sérialiser les choses en JSON. Et donc ça va sérialiser en JSON le résultat de ORES. Donc là, ce que je manipule, c'est un optional. Je fais un trouve utilisateur qui renvoie un optional. Si l'optional est présent, je fais un get sur l'optional, je le sérialise en JSON et je l'écris dans le corps de la réponse. Donc get, ça prend un login, il doit y avoir le paramètre login dans la requête, et ça renvoie comme réponse une sérialisation de l'objet utilisateur. Post, c'est quelque chose qui est utilisé pour vérifier les logins mot de passe d'un utilisateur. Donc on fait la même chose, post ça prend une requête, une réponse, et on essaye de récupérer est-ce qu'il y a un paramètre login et un paramètre mot de passe dans ma requête. S'il n'y a pas de paramètre login et mot de passe, je fais rien. Si ma requête contient un paramètre login et un paramètre mot de passe, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver l'utilisateur à partir de son login. Si j'ai... bon, c'est ça.
essayer de trouver l'utilisateur à partir de son login. Et ensuite, je vais écrire une réponse qui va être du JSON. À chaque fois, ce que je renvoie, c'est pas de l'HTML, c'est du JSON. C'est quoi l'intérêt d'utiliser optional? C'est que c'est de traiter, c'est de permettre de dire est-ce qu'il est dans la base ou pas. C'est une histoire de dire, c'est l'histoire de manipuler proprement des types nullables et de dire je fais une requête. Cette requête, elle me renvoie peut-être un utilisateur, peut-être rien. Et souvent, c'est un peu plus propre au niveau programmation que d'utiliser est-ce que c'est différent de null ou pas. D'utiliser des choses de haut niveau comme present ou machin. Parce que vous auriez fait directement avec null, c'est ça? Est-ce que c'est égal à null ou pas? Et je pense que c'est un petit peu plus correct d'utiliser des choses de haut niveau, et notamment les types optionnels, et de regarder est-ce que c'est présent ou est-ce que c'est pas présent. Donc, moi, ça me dérange pas que vous fassiez avec null, et je pense que je vous fais plus confiance à vous qu'à moi pour me dire ce qui est idiomatique ou pas en Java. C'est juste que moi j'ai l'impression que vérifier si un truc est null, c'est bizarre, donc j'ai envie de mettre un optional ici. Donc ici, je regarde mon optional et je regarde est-ce que mon optional de résultat a marché. S'il n'a pas marché, je renvoie un truc qui dit que j'ai un mauvais login. Ah oui, j'ai un truc que je n'ai pas montré, c'est auth response. C'est une réponse que j'ai inventée qui contient un statut et un login. Et là, elle va être évidemment, c'est quelque chose qui va être utilisé par le client pour récupérer la réponse d'une authentification. Si une authentification a réussi, alors son statut, ça va être OK. Et donc, dans le JSON, ce sera écrit OK, et le client, il pourra voir que c'est bon. Si ça n'a pas réussi, il va dire mot de passe. Si ça à cause du mot de passe qui est faux, il va mettre un mot de passe. Si il n'a pas réussi à cause du login qui est faux, il va mettre le statut login. Et à chaque fois, je mets le login de l'utilisateur avec lequel c'est parti. Donc ça évidemment, on n'est pas vraiment au niveau d'une vraie application web. Par exemple, il ne faut pas mettre le login et mot de passe comme paramètre en clair dans la requête. Il faut plutôt utiliser les mécanismes d'authentification qui sont à votre disposition, ou essayer d'inventer une authentification un petit peu plus sioux en faisant des hashes par exemple, ou en cryptant des choses, pour pas avoir à se trimballer le login mot de passe en clair dans la requête, évidemment. Bon, là c'est pédagogique. Donc, si ça marche, j'envoie. Si le login et le mot de passe correspondent, donc, c'est-à-dire si le mot de passe est égal au mot de passe, si le mot de passe est égal au mot de passe associé à l'utilisateur, donc c'est OK. Si jamais, sinon il y a un problème de mot de passe, et si on n'a pas réussi à trouver le login, c'est qu'il y a un problème de login. Donc il y a 3 résultats possibles pour le servlet, pour le do post sur un login mot de passe. Donc là, on a vu le servlet utilisateur, on s'en est servi de 2 manières, get pour récupérer un utilisateur, et post pour essayer d'authentifier un utilisateur avec login mot de passe. Alors évidemment, il faudrait ensuite faire une session, etc. Bon, on l'a pas fait là, mais c'est des choses, parce que là, on peut surfer les sessions des autres, etc. Mais ce qui compte, c'est de voir comment manipuler, comment un servlet sert des réponses en fonction des requêtes. Alors continuons. Ici, on a le servlet des livres. Le servlet des livres, il va faire la même chose que le servlet des utilisateurs au niveau de ma modélisation pédagogique d'une base de données, où j'utilise pas une base de données, je regarde dans le contexte des servlets, est-ce qu'il y a un rayon de livres qui existe. S'il n'y a pas de rayon de livres qui existe, alors je prends celui de exemple 1, celui que j'ai pris en exemple, et s'il y a un rayon qui existe, et ben je prends le rayon qui existe. Et après, j'utilise rayon comme un rayon de livres pour mes get et mes... On fait que des get en fait sur les livres, parce que j'ai pas implémenté le fait de rajouter un livre. Oui, j'ai implémenté que la partie publique de l'application, non pas la partie qui sert aux bibliothécaires. Bon, c'est pas grave, encore une fois, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble du code. Donc, quand on fait un do-get, j'essaye de récupérer le paramètre titre, auteur ou ID, parce qu'on cherche un livre, soit avec son titre, soit avec son auteur, soit avec son ID. Si jamais il n'y en a aucun, alors je renvoie une liste vide avec une erreur 404. Donc là, c'est plus propre que ce que je faisais
dans les utilisateurs, c'est-à-dire quand je comprenais pas le paramètre, je renvoyais rien, alors qu'il faut pas faire ça, il faut toujours renvoyer quelque chose, et si possible avec le bon code d'erreur. Et là, je dis, bah non, 404, il n'y a pas de livre que vous cherchez, enfin, votre requête ne correspond pas à une requête que je peux lire. Ensuite, si jamais il y a un titre dans le paramètre de la requête get sur les livres, ce que je fais, c'est que j'essaye de trouver je récupère la liste des livres qui correspondent à ce titre dans mon rayon. Donc j'appelle la méthode trouve titre de mon rayon avec le titre, je récupère une liste de livres, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je sérialise cette liste de livres et je l'écris dans ma réponse. Pareil pour les auteurs. C'est juste pour les auteurs, j'ai oublié de mettre des systèmes.out du serveur. Et voilà. Pour la recherche par identifiant, j'essaye de regarder si quand je fais trouve ID, ça me fait un optional. J'essaye de regarder si cet optional est non vide. Si cet optional est non vide, alors je renvoie ce qui va bien. Et si jamais il est vide, je fais rien. Donc ça, c'est encore une mauvaise chose. Si c'était vide, j'aurais dû replonger sur le else qui est là. J'aurais dû renvoyer un 404 pour dire il n'y a pas de livre ici. Ou alors envoyer, comme je l'avais fait... Oui, si, c'est ça, envoyer un truc vide. Bon, donc voilà pour le get des livres. Et... Enfin, pour le... Oui, et donc il n'y a que get sur les livres, on ne peut pas faire post ici. Et alors pour les emprunts, j'ai la même chose. Alors sauf que les emprunts, lui, il a besoin d'avoir une base d'emprunts, une base d'utilisateurs et un rayon qui existe, parce qu'il a besoin de taper dans les 3 bases de données. Donc là c'est pareil, je regarde s'ils existent déjà, sinon je prenne ceux qui existent dans la base. Et au départ, la base d'emprunt est vide. Quand je fais get sur un emprunt, ça va me rechercher un emprunt par son identifiant. Donc je regarde s'il y a un paramètre ID dans mon emprunt. Si c'est le cas, je le cherche dans ma base des emprunts, je le sérialise et je l'envoie. Si c'est pas le cas, je fais rien. On a vu que c'est... Enfin, si je set status à 404. Ensuite, si je fais un put, c'est pour créer un emprunt. Donc je regarde qu'il y a un ID et qu'il y a un login dans ma requête. Si jamais il y a un ID et un login, je regarde si l'utilisateur existe et si le livre existe. Donc quand je fais un put, c'est-à-dire quand c'est que je veux créer un emprunt, je dois lui donner l'identifiant d'un livre et le login d'un utilisateur. Donc si jamais j'arrive bien à trouver un identifiant, si je renvoie un 404, et ça ne devrait pas être un 404, ça devrait être autre chose. Si ça devrait bien être un 404. Si jamais ça marche pas, mais si je trouve l'utilisateur et le livre dans le rayon et dans la base d'utilisateur, donc livre et utilisateur, s'ils sont présents, alors je incrémente mon compteur d'emprunt, que je devrais pas mettre ici, mais que je devrais mettre dans le contexte en fait, et je crée un nouvel emprunt avec comme identifiant ce compteur, comme livre substrat le livre, et comme login le login de la personne qui a emprunté le livre. Et j'ajoute l'emprunt à ma base, j'ajoute aux utilisateurs, enfin je fais que l'utilisateur emprunte ce livre, et je décrémente le nombre de livres disponibles pour le livre. Et là, je vérifie pas que le livre est disponible. C'est quelque chose que je vérifierai côté client, puis après je vous ai expliqué, c'est pas bien, il faut aussi le vérifier côté serveur. Donc il y a plein de choses à critiquer dans mon application pédagogique, et c'est normal, hein, c'est un truc que j'ai fait vite fait, mais qui doit vous permettre de réfléchir à la structure et à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui va pas, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Entre autres, là vous voyez cette histoire de dire j'emprunte un livre même s'il y en a 0 de disponible, c'est pas très bien. Donc on va voir la semaine prochaine que côté client, j'ai fait en sorte qu'on puisse pas emprunter un livre qui est indisponible, mais je vous ai dit en cours, il faut pas faire confiance au client, il faut revérifier côté serveur que on n'a pas manipulé le client pour qu'il puisse emprunter des livres qui sont indisponibles. Donc il y a des choses à faire des deux côtés, ce que j'essayais d'expliquer dans la partie sécurité entre autres la semaine dernière. Donc pour supprimer un emprunt, c'est de faire une méthode delete sur le servlet des emprunts. Il récupère le paramètre ID. Il essaye de savoir si l'ID correspond à quelque chose. S'il trouve un emprunt qui a cet ID dans la base, il le supprime. Il rajoute un livre
un exemplaire du livre au substrat de l'emprunt, et si l'utilisateur existe toujours, il lui enlève l'emprunt qu'il a rendu. Et voilà. Et ça clôt le serveur. Et la semaine prochaine, je vous montrerai le client qui se sert du serveur pour fabriquer une application dans laquelle on peut emprunter et rendre des livres. Alors si vous avez choisi Java, soit vous passez du temps à installer Tomcat et c'est compliqué, soit vous le faites dans Eclipse, et dans Eclipse, en créant directement des serveurs, vous avez juste à appuyer sur un bouton et il lance le serveur. C'est vrai ce que je dis? Alors c'est juste le serveur qui est lancé. Qu'est-ce qui se passe si je mets run on server? Qu'est-ce que j'avais mis comme login mot de passe? J'avais mis Balka ici. Rechercher par titre cousin. Aucun. J'avais pas fait. Ouais, je vais faire emprunter. Et après je peux le rendre. Bon, c'était assez simple, mais l'idée c'était que on verra comment écrire ça la semaine prochaine. Ok. Maintenant l'autre application que je voulais vous montrer, c'est les parkings. Donc là pareil, on va regarder le web.xml et on voit qu'on a deux servlets. Donc il n'y a que deux servlets sur les parkings que j'ai implémentés. Un qui donne le nombre de places restantes dans un parking et un qui donne le nombre de places initiales, la capacité d'un parking. Et du coup, on aura du code ici c'est du React. On fera un peu de React la semaine prochaine et pour voir comment ça se passe ça. Et maintenant, ce que je veux, c'est alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, un parking, c'est quoi? C'est un identifiant, une capacité, le nombre de places qui sont occupées, une adresse. À l'initialisation, il y a 0 place occupée d'un parking. Ensuite, j'ai une méthode entre pour un parking qui dit si jamais le parking... Donc c'est une voiture qui essaye d'entrer. Si jamais le parking il reste au moins une place, alors on augmente le nombre de places et on met une voiture entre dans le parking, il reste machin. Et si jamais elle sort, c'est l'inverse. Il y a une voiture peut sortir du parking, ça fait sortir une voiture du parking. Donc entre et sort, si vous voulez, ce sont les senseurs d'un parking qui viennent de l'extérieur et qui disent quand est-ce qu'une voiture entre, quand est-ce qu'une voiture sort. Ensuite, j'ai une liste parkings. Et donc ma liste de parking, c'est une liste de parking. Une array list de parking. Et qui permet de récupérer un parking en fonction de son identifiant. Et d'ajouter un parking initialement vide. Et non, d'ajouter un parking P. Et elle a trois méthodes qui permettent de modéliser le monde réel. Entre au hasard qui fait entrer une voiture dans un des parkings au hasard de la liste. Sort au hasard qui fait la même chose. Et action au hasard qui... je sais plus. Enfin, qui choisit next in 2-3 supérieur à 0. C'est-à-dire 2 chances sur 3 d'entrer, 1 chance sur 3 de sortir pour que les parkings soient pleins au bout d'un moment. Ok, d'accord. Et donc qui fait rentrer, qui modélise au hasard. Et donc j'ai un exemple 1 où j'ai une liste de 5 parkings qui sont stockés dans parkings 1. Et un parking, c'est juste un identifiant, un nombre maximum de places et une adresse. Et voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai un thread
qui va s'occuper de faire rentrer et sortir des parkings au hasard. J'ai un servlet ini, un servlet de... Ah non, j'ai que deux servlets. Le servlet d'initialisation. Oui, c'est ça, le servlet d'initialisation et le servlet restant. Le servlet d'initialisation, c'est celui qui va initialiser mon parking quand on le contacte la première fois. Donc il récupère le servlet de contexte et il regarde s'il y a déjà un parking qui existe. S'il n'y en a pas, il fabrique un nouveau parking. Et en même temps que de fabriquer un nouveau parking, il lance un thread sur ce parking-là. Et ce thread, il va faire des actions au hasard. Il dort et il fait une action au hasard de parking. Donc le thread model thread, il modélise le monde réel. Et on lui donne une liste de parking. Et il fait rentrer et sortir des voitures au hasard de cette liste de parking. Donc le servlet init, c'est celui qui est contacté à l'initialisation et qui initialise les parkings. Bon, voilà, puis en fait, il renvoie... Et oui, non, il est important, parce qu'il renvoie la liste des parkings. Et c'est ce qui va permettre à notre application. Notre application, elle va se connecter au serveur de parking. Alors, est-ce que j'ai des... Est-ce que j'ai une... Run as... Run on server. Ah, il faut que je Non. Non, il est là, mon serveur, il est prêt. Oui, je veux ça. Voilà, donc là, il se passe des choses sur le serveur. Vous voyez, il y a des voitures qui rentrent et des voitures qui sortent des différents parkings. Et là, ma page, elle est mise à jour régulièrement. Et en disant pour chaque parking combien de places il reste. Et vous voyez, il y a des codes couleurs qui font que moins il reste de place, plus on va dans les couleurs de l'arc-en-ciel chaude à chaque fois. Donc là, il y a des places qui se libèrent, puis qui se réparent, etc. Donc voilà mon application web. Et quand je la contacte en premier, il faut que je récupère la liste des parkings. Donc j'ai un servlet qui résout la fonction initialisation. En fait, si on veut redessiner mon application, j'ai une fonction list parking et une fonction restant. D'accord? Donc la fonction list parking, c'est celle que fait le servlet init. Il permet de lister la liste des parkings disponibles. Voilà, il récupère la liste des parkings, il le sérialise, il l'envoie. Et la fonction servlet restant, elle prend un identifiant de parking et elle renvoie ce qui reste à chaque fois. Donc si jamais on contacte servlet restant, on récupère dans le contexte de servlet les parkings qui vont bien. Et sinon, on fait get avec un ID et on cherche est-ce qu'il existe un parking qui a cet ID. Si jamais on n'en trouve pas, bon bah on met qu'on n'en trouve pas. Si jamais on trouve bien un parking qui a cet ID, on regarde combien il en reste en prenant la capacité du parking moins le nombre de personnes, le nombre de places occupées par ce parking. Et on sérialise la réponse, et on l'envoie en faisant une value of sur un entier, et on envoie cette réponse au client. Et ensuite, le client, il va se débrouiller pour faire des appels réguliers à tous les... je l'ai perdu. Pour faire des appels réguliers à tous les parkings, et pour afficher quelque chose en fonction des résultats de tous les parkings. Donc celui-là, je l'ai un peu moins peuplé comme application web, mais je vais m'arrêter là, et le but, c'était de vous montrer des schémas d'applications web. Donc ça fait un petit TD, je vous ai dit 1h30, et puis la semaine prochaine, ce sera encore probablement un TD encore plus court, parce qu'on fera juste la partie client de ces choses-là. Et ça vous laisse du temps pour travailler sur votre projet. Alors, sur votre projet, vous êtes plusieurs à m'avoir proposé des idées, et ça c'est bien, mais et vous êtes plusieurs aussi à m'avoir partagé des comptes GitLab et GitHub. Donc ça c'est bien aussi, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui a partagé. N'hésitez pas à me contacter directement si vous voulez me réexpliquer votre idée ou m'expliquer votre idée pour être que je la valide et que je dise que ça se passe bien. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à trouver des API qui faisaient ce que vous vouliez. Et donc ce que vous devriez faire cette semaine dans votre application, c'est vous fixer sur une approche service, ressources, monopage ou classique, une description semi-formelle des composants, donc faire la liste des servlets de votre serveur, ou alors des handlers, enfin des fonctions Go
qui vont manipuler, qui vont exister dans votre serveur en fonction des différents chemins, différentes cibles possibles, en disant à chaque fois, bah là, il y aura un composant qui fait ça, un composant qui fait ça, et les fonctionnalités associées aux méthodes. Donc vous listez la liste des composants, et après vous pouvez commencer à coder une partie de ces composants en servlet ou pas. Et le serveur doit être construit en local, soit dans un environnement de développement Apache, en utilisant l'intégration à Eclipse parce que c'est plus facile, soit en utilisant le net HTTP de Go. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire pour cette partie-là. Je vous ai dit, les TD sont plutôt cool pour les 6, 7, 8. 9, on fera un vrai TD de STRL et Lustre. Mais ça vous laisse du temps pour bosser un petit peu sur le projet. En tout cas, de ce que j'ai vu, de ce que vous m'avez partagé, il y en a certains qui ont bien commencé, et donc ça c'est bien, parce que vous devez vous rendre compte que vous êtes à une période où ça commence à se compliquer entre PC3R, PAF, le PSTL, APS, et puis je sais pas ce qui se passe en CPA, en CA et en CPS, mais c'est possible que vous soyez un peu chargé, donc le, le plus tôt possible, le plus tôt vous avancez, le plus tôt on peut vous aider à progresser si ça va pas. Ouais, je m'arrête. Merci à vous. Et puis